Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet entretien du jour. L'invitée de ce numéro est une femme digne et forte. Victime de viol dans le Kivu, une localité de la République démocratique du Congo, en proie à la guerre et aux violences sexuelles faites sur les femmes à répétition, mon invité a trouvé le courage de vaincre cette humiliation, aidé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Dans son livre « Au-delà de nos larmes », publié aux éditions des femmes Antoinette Fouque, elle raconte ce qu'elle a vécu. Elle raconte également d'autres témoignages d'autres femmes. Mon invité se fait porte-voix de ces nombreuses femmes victimes de viol. Tatiana Mukanere Bandali, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, quand on a été victime de viol, comment on réussit à surmonter tout cela, malgré les séquelles, malgré tout ce qu'on a vécu? En fait, quand on a été victime de viol, de violences sexuelles, et dans mon pays, le viol qui est fait avec extrême violence, c'est pas du tout facile de s'en sortir. C'est sûr qu'on essaye par tout le moyen de s'en sortir, mais il faut vraiment un grand soutien venant de plusieurs personnes pour s'en sortir. Parce qu'il faut être pris en charge sur plusieurs niveaux, médical, psychologique et une bonne réinsertion socio-économique. Ça signifie que ça demande l'implication de beaucoup de personnes, de médecins, de psychologues, voire de notre propre famille pour s'en sortir. Vous avez décidé d'exposer l'horreur, d'en parler et d'amener d'autres à parler également. Je vais citer un extrait de votre livre. Vous écrivez « J'ai été victime, j'ai été témoin, j'ai recueilli des témoignages. Je suis toutes ces femmes. Je peux parfois m'appeler Natacha, Sarah, Lucie ou avoir d'autres noms encore. » Ce livre, c'est une thérapie ou votre manière d'attirer l'attention, d'attirer les regards sur ce fléau qu'est le viol? En fait, ces livres, pour moi, c'est une thérapie d'abord, parce que c'était important pour moi de ressortir toute cette douleur, toutes ces atrocités que j'ai vécues. Il y a de cela 3 ans, avec d'autres survivantes comme moi, nous avons créé un mouvement national de survivantes de violences sexuelles en RDC. Et aujourd'hui, je suis la porte-parole, je suis la coordinatrice nationale de ce mouvement. C'était important pour moi d'écrire, pas seulement pour moi, mais pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas parler, toutes ces personnes qui ne sont pas prêtes à parler haut et fort. En fait, si moi j'ai l'occasion de parler, il faudrait que par moi, on écoute la voix de ces millions de femmes, ces hommes, ces petits-enfants qui sont utilisés dans leur corps et utilisés comme armes de guerre dans mon pays. D'ailleurs, dans votre livre, vous avez en quelque sorte fait taire vos propres témoignages en question. On ne vous voit presque pas, mais on voit le témoignage d'autres femmes, des témoignages très poignants d'ailleurs. En fait, si dans ce livre, on voit plus les témoignages des autres femmes, parce qu'à un moment donné de ma vie, quand je vécu les atrocités en 2004, en fait, je me disais que c'était fini pour moi. Mais quand j'ai rencontré d'autres femmes, je me suis dit, je n'ai rien vécu. Je vis qu'il y a des personnes qui ont souffert dans leur vie, qui ont souffert dans leur chair, et je me suis dit, pour ces personnes, je vais m'élever. Aujourd'hui, si je peux avoir le courage de parler, c'est parce qu'en moi, ces personnes voient leur miroir, en fait. Ils se disent, je voudrais être comme Tatiana, je voudrais parler, je voudrais, en fait, m'élever, je voudrais continuer à reprendre ma vie. Et ça, c'est un courage pour moi. Et ça m'a donné la force de parler au nom de toutes ces personnes et à mon nom propre. Est-ce que il vous a été facile de pouvoir faire parler ces femmes? C'est pas facile quand même, quand on a été victime de viol, d'en parler dans une société africaine qui parfois même jette la pierre aux victimes. Ouais, ça n'a pas été facile et ça ne sera jamais facile. Mais ce qui a donné le courage à ces femmes de parler, c'est le fait que quelqu'un qui a vécu la même chose les approche. On a plus envie de parler à l'autre personne qui connaît cette douleur qu'à quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est quand tu vas dans un village où toutes les familles ont été frappées par ces violences, que toutes les filles de ces villages ont été déportées dans une forêt pour être utilisées comme prostituées. Elles ont été abusées sexuellement pendant plus de 6 mois. En fait, c'est compliqué à ces personnes que quelqu'un qui vient, qui n'a jamais subi ces atrocités, vient leur parler. Mais quand ils se disent,
cette personne a vécu la même chose que moi. Elle a vécu cette humiliation. Elle comprend. En fait, ils ont le courage de parler. La parole est plus libérée facilement. Oui, parce que, comme on s'est dit, on est toutes deux sœurs. Ce sont mes sœurs à moi, ce sont mes frères. Et on s'est dit, comme on a vécu la même chose, on est tous une famille. Et on s'est battu pour ça. Pour vous, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ne pas briser le silence, c'est mourir au plus profond de soi. En fait, ça part de moi-même, en fait. Je passais 10 ans après mon viol, que même le plus proche de moi, en fait, ne connaissait pas. Je commence dans mon livre par le témoignage d'une de mes amies, paix à son âme, qui m'a encouragée. En fait, au tout début, je n'avais pas le courage d'en parler. Et quand elle est partie, je me suis dit, OK, je vais me lancer, je vais me battre. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Et pourtant, je grandis dans une famille où tout le monde est intellectuel. Au pire encore, ces personnes qui vivent dans leur communauté où aucun membre de la famille n'est intellectuel. En fait, c'est difficile de ressortir le mot. Et quand on a envie d'en parler, on te dit non. En Afrique, on ne parle pas de ça. Et ça devient compliqué pour toi. Et à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir à petit feu. Mais quand tu libères la voix, en fait, depuis que j'ai libéré ma voix, moi-même, je me sens libre, en fait. Le regard de gens, je m'en fous complètement parce que je me dis, si je dois penser à ces personnes qui n'ont pas vécu la même chose que moi, je vais me tuer pour rien. Il y a d'autres qui ont besoin de mon soutien, qui ont besoin de se relever. Et je me tourne vers ces personnes comme moi, qui ont besoin de mon soutien, de mon assistance. Parmi les témoignages que vous avez recueillis, lequel vous a le plus marqué? En fait, je recueillis... Au-delà de votre propre témoignage vous-même. En fait, je recueillis plus de 1000 témoignages dans ma vie. Et tous ont été frappants pour moi. Mais il y a 2 témoignages dont je voudrais parler aujourd'hui. Allez-y. J'ai rencontré une dame qui avait été violée et qui, à la fin, vivait sur une chaise. Toute sa vie, elle avait une sonde pour évacuer ses selles, ses urines. Et même sur cette chaise roulante, elle s'est battue. Elle voulait aider sa famille, elle voulait subvenir aux besoins de sa famille. En fait, paix à l'âme d'Apolline, parce que c'était une dame qui m'a beaucoup touchée. Et à la fin, je rencontrais une petite fille de 3 ans qui a été violée et mutilée. Et à l'avenir, cet enfant n'a pas d'espoir d'avoir d'enfant. Et toute ma vie, à chaque seconde de ma vie, je me pose la question, comment sa mère pourra lui dire qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant? Comment lui expliquer que des personnes, des hommes qu'on pense normal, ont pu avoir le courage de violer cet enfant et de la mutiler dans ses organes génitaux. C'est ce que nous vivons au quotidien dans des zones dans mon pays où les morts sont devenus une monnaie courante et que les gens ils vivent le pire. En fait, les gens sont devenus des fantômes d'eux-mêmes. C'est compliqué dans beaucoup de zones dans mon pays. Votre livre saisit le lecteur par le col, par l'école et l'amène directement à s'adresser. Vous vous adressez directement aux auteurs de viol, une lettre à vos bourreaux. En fait, ma première fois de parler de mon histoire, j'avais pas vraiment la force d'en parler de vive voix. Je me suis dit, j'écris une lettre. J'écris une lettre à mon violeur, à mes violeurs, quoi. Et je savais qu'ils n'auront jamais cette chance, en fait, de lire cette lettre. Parce que je me dis que ce ne sont pas de personnes normales, qu'ils ont fait ça. Je ne sais pas vraiment quelle était leur ambition en faisant ça. Mais je pense que cette lettre pourrait ramener des personnes à la raison. Des personnes qui pourraient peut-être se dire c'est normal de violer une femme, de violer une petite fille, de violer un homme. C'est une lettre pour moi qui était une thérapie pour moi parce que c'est là que j'ai ouvert ma voix, c'est là que j'ai commencé à parler, c'est là que j'ai brisé mon silence. Et après ça, je pense que cette lettre pourrait aider d'autres personnes à changer. En quoi le viol est devenu aujourd'hui une arme de guerre utilisée par les belligérants au niveau du Congo? En fait, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Pour moi, en tant que survivante, je les prends dans deux temps, en fait.
D'un côté, ce sont nos propres jeunes Congolais qui ont appris la violence à partir de la guerre. En fait, depuis plus de 25 ans, certains jeunes ne connaissent que les atrocités, ne connaissent que la guerre. Et c'est compliqué pour cette personne de vivre autrement. Mais en même temps, nous vivons dans un pays riche, très riche, si on peut le dire, mais où les habitants sont très pauvres. Riche dans son sous-sol. Dans son sous-sol et tout. Mais où les habitants sont très, très pauvres. Je donne l'exemple d'un village à Kamituga où il y a des minerais, de l'or qui sort de partout. Et l'enfant de ces villages ne connaît rien d'autre qu'aller creuser de l'or. De l'or qui ne lui servira à rien. Cet enfant quitte le trou avec tout le danger qu'il y a, avec moins d'$1 le jour. Et les jours qu'il n'a pas pu atteindre ces $1, c'est sa mère, c'est sa sœur qui vont se prostituer pour avoir de quoi manger. Mais d'où vient notre souffrance, au fait? Si c'était pour notre propre intérêt, on serait riche en RDC. Mais de moi-même en tant que victime de ces atrocités, je me dis, ça, c'est aux intérêts opaques de multinationales. Ces personnes qui viennent s'enrichir de tout ce qu'on a en RDC. Par exemple, le coltan. C'est mon beau-frère, c'est mon frère, c'est ma soeur qui sont mortes par des balles. Mais est-ce que moi, j'ai construit cette balle-là? Tout ce qu'on a comme minéraux, on les soutire du sol congolais, au détriment du Congolais lui-même. Et c'est important que nous, le Congolais, chaque jour, on veut savoir, on veut connaître la vérité. Pourquoi? Pourquoi nous souffrons? Parce que si du moins c'était à notre propre intérêt, on ne fait pas la même chose. On vivra autrement. On va aller encore une fois dans les lignes de votre ouvrage. Je vais citer un extrait. Vous avez écrit « J'ai été violée ». C'est le témoignage d'une des victimes que vous avez recueillies. « J'ai été violée par un nombre d'hommes que je n'ai jamais su compter. Depuis, j'ai été atteinte de paralysie. Et après un mois passé chez moi, on s'est rendu compte que j'étais enceinte. Ils ont détruit ma vie. » Comment vont ces femmes qui ont été violées? Comment elles vont aujourd'hui? Puisque vous êtes toutes, vous avez constitué une association, un mouvement. En fait, par exemple, l'histoire dont vous venez de parler, c'est la mère de Chris. C'est une femme que je côtoie au quotidien, qui a été violée 2 fois dans sa vie. Et la première fois à l'âge de 13 ans. Et quand on te parle de son viol, en fait, elle a été violée par un nombre incalculable d'hommes qu'elle n'a jamais su compter. Et quand on te dit, j'étais à 4 hommes, je me suis évanouie. Si elle s'est évanouie, c'est parce qu'elle n'arrivait plus. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à la violer jusqu'à avoir une paralysie. Elle a été violée après sa paralysie, encore une fois. Et ça, c'est compliqué pour toutes ces femmes qui vivent au quotidien avec des maladies chroniques, qui vivent avec le VIH. Récemment, il y a un projet de la Fondation Panzi qui est parti au Kasaï central pour suivre des femmes qui ont été violées pendant une mutinerie. Il y a eu une guerre appelée Kamina Nsapu au Kasaï central. Et les femmes, après 10 ans, elles n'ont jamais eu d'assistance. Et ils sont partis là-bas pour les aider. Arrivés là-bas, les symptômes sont le cancer de col, le VIH. Vous comprenez que c'est compliqué pour ces femmes de s'en sortir. Comment après 10 ans, on va te dire tu as atteint du VIH? Comment après 10 ans, on te dit tu as un cancer de col? En fait, c'est... En même temps, on les aide, mais en même temps, c'est compliqué. Comment on les informe? Votre mouvement, quand même, contribue à ce que ces femmes puissent se reconstruire. Oui, c'est l'objectif, au fait. L'objectif du mouvement, c'est amener ces femmes à être leaders dans leur propre communauté, à contribuer au développement de leur communauté. Parce que le fait de nous rejeter ne nous a pas aidés. Mais en même temps, si nous nous levons, les gens vont comprendre que nous ne sommes pas seulement ces personnes pointées du doigt comme victimes de viol, comme le déshonneur de la famille, mais que nous pouvons contribuer à
à changer le monde. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui faire. Nous voudrions que, à l'avenir, nos enfants aient un monde sans violence sexuelle. Je rappelle que votre livre a été préfacé par le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix et qui également contribue à réparer ces femmes qui ont été victimes de viols. Vous êtes à Paris dans le cadre de la journée internationale de l'élimination ou de la lutte contre les violences faites aux femmes. Dites-moi, quel sera votre programme en ce qui concerne cette journée? En fait, en ce qui concerne cette journée, je voudrais partager avec l'UNESCO les réalités de ce que vivent les survivantes de mon pays, la RDC, parce que même à cette seconde-là, il y a des femmes, des hommes qui sont en train d'être violés dans mon pays. En fait, c'est compliqué. Et avec le soutien du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, les femmes se reconstruisent. Je suis l'exemple qu'il a aidé les femmes à se reconstruire. Nous sommes passés de l'étape de victime à leader dans notre propre communauté. Nous nous sommes battus pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Et là, nous sommes en France. C'est pas seulement montrer que les mauvais visages de la RDC. C'est en même temps poser des questions. Savoir pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous. Pourquoi il n'y a pas de solution depuis plus de 25 ans. Tout ça, c'est un mélange. Parce que le livre, en fait, même s'il y a beaucoup de douleur, mais en même temps, il y a de l'espoir. Vous appelez également les femmes à avoir de l'espoir, à se reconstruire, à aller de l'avant. On est tenté parfois de se demander, est-ce qu'une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, à quoi ça sert exactement, vu que le phénomène continue à se propager? En fait, cette journée internationale de lutte contre le droit de femme, pour le droit de femme, c'est très important en fait. Cette femme qui a pris plusieurs siècles en train de se battre. Bon, la femme en Europe, en fait, elle a sa place quelque part, mais pas la place qu'elle devait avoir. Imaginez-vous la femme en Afrique. Qu'est-ce qu'elle a en fait? À un moment donné, les politiques divisent les femmes. Cette femme qui a lutté pendant plus de 20 ans, et qui ne peut pas avoir un poste de décision, est obligée de se lancer dans un parti politique où les hommes vont la piétiner de toute manière. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. On est à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du mouvement des survivantes de violences, d'agressions sexuelles au Congo, en RDC. Ouais. Et vous êtes, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur nos plateaux. Merci, c'est un plaisir de partager avec vous, nous, le quotidien que nous vivons tout le jour. Et nous avons sorti un film en même temps. Et ce film s'appelle Sema, qui veut dire s'exprimer en Swahili. Et toutes les personnes qui ont besoin de comprendre les réalités que nous subissons au quotidien peuvent le suivre à tout moment sur YouTube. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'avoir animé cette émission. J'espère que vous allez continuer à vous informer en regardant Télé Sud. Merci, à la prochaine.